Il me semble que dans une organisation, ce n'est pas l'Assemblée générale qui est souveraine. Pas dans la vôtre, non. Si je peux me permettre, Madame, dans le cadre d'un organisme à but non lucratif, les pouvoirs de l'Assemblée générale, on entend souvent l'Assemblée générale est souveraine, mais le législateur n'a pas donné ce pouvoir-là, ou pas à ce point-là, à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a des mandats très précis d'élire les personnes qui vont les représenter, élire le conseil d'administration, nommer le vérificateur, parce que le vérificateur, on ne peut pas s'auto-vérifier, donc on ne peut être les personnes qui nomment le vérificateur, c'est notre Assemblée générale qui va le faire, et d'entériner aussi les règlements généraux. Mais le devoir de l'Assemblée générale n'est pas de les composer, mais plutôt de les entériner. De là, on confond des fois la souveraineté de l'Assemblée générale est très, je vous dirais, à mon avis très personnel, un peu mince, mais le législateur l'a vu ainsi. Et dans le cas qui nous concerne, le conseil d'administration a pris les responsabilités qui lui appartenaient dans ce type de travail-là à faire. C'est bien. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va. Donc, je reviendrai à la dénomination. On a une proposition à l'effet d'adopter la dénomination sociale et le territoire, les articles 3 et 4. On n'a pas, excusez. Donc, oui, une proposition, M. Jacques Poirier et M. Luc Mercier. Donc, c'est proposé, appuyé. Sur cette proposition, dûment appuyée, est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. Le prochain bloc, le bloc 3, contient uniquement l'article 5. Et là, je vais vous demander un petit exercice de saut dans le temps. Et vous allez voir, le libellé qui est là, on va y revenir plus tard parce que les objets sont aussi des choses que l'on va voir écrites dans les lettres patentes. Et il doit y avoir concordance. Donc, ayez en tête aussi que ces 4 items-là vont revenir tout à l'heure concernant les lettres patentes de l'organisme. Donc, au niveau des objets comme tels, c'est de modifier les objets ou de les remplacer par 4 objets, regrouper les entreprises de services funéraires et les professionnels funéraires, agir et travailler dans l'intérêt général et particulier des thanatologues, travailler au développement professionnel et d'affaires des membres et faire la promotion de l'excellence, et représenter tout le domaine funéraire du Québec et supporter son évolution pour le mieux-être de la société. Finalement, des objets qui sont en ligne droite avec la mission et la vision que vous vous êtes donnée. Ce seraient les 4 objets qui forment votre organisme, qui guident votre organisme. Donc, on va traiter ce bloc-là uniquement. On va le traiter aux 2/3, compte tenu que c'est quelque chose, 1, qui est d'une importance extrême, 2, que l'on va aussi voir apparaître dans vos lettres patentes. Et lorsqu'on touche aux lettres patentes, évidemment, ça nous prend au minimum les 2/3 de l'Assemblée. Là-dessus, est-ce qu'il y aurait une proposition pour adopter les 4 objets? Monsieur ici, à ma droite. Éric Lassière. Monsieur Lossière, Madame? Veilleux. Madame Veilleux. Donc, sur la proposition d'adopter ces 4 objets comme étant les objets de la Corporation des thanatologues du Québec, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Ça va pour tout le monde, c'est clair? Donc, sur la proposition d'adoption de l'article 5 concernant les objets, est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. On serait maintenant rendu au bloc 4. Le bloc 4 va contenir les articles 6 et 7 concernant les membres et les conditions d'admission. En fait, et là encore, compte tenu qu'on parle du membership, de l'importance de la qualification de ces membres-là, on va procéder par un vote aux 2/3. Donc, on vient établir les membres, le type de membres, les membres corporatifs, individuels, professionnels, associés, partenaires et honoraires, et les autres articles 6.6, 6.7, 6.8
sont plus des articles qui concernent comment on va opérationnaliser ça de manière très large, et c'est aussi, il y a aussi une politique qui vient encadrer ça. Donc, ça vient convenir des statuts de membres, ou des, si on veut, des sortes de membres. Et l'article 7, lui, concerne les conditions d'admission. Donc, on va y retrouver les conditions générales, et après ça, qui ont rapport à tous les membres, et ensuite des conditions qui ont rapport à chaque catégorie de membres. Donc, à 7.1, les conditions réservées ou strictes aux membres corporatifs, en 7.2 pour les membres individuels professionnels, en 7.3 pour les membres associés, en 7.4 pour les membres partenaires, en 7.5 pour les membres honoraires, et ça vient aussi statuer sur les droits de ces membres-là. Donc, le reste de l'article 7 statue sur les droits des membres, donc le droit à l'égalité de traitement, le droit à l'information, le droit des membres corporatifs et individuels, parce qu'ils ont des droits différents, les droits spécifiques aux membres associés, parce qu'il y a des droits spécifiques à ces membres-là, et les droits spécifiques aux membres partenaires et ceux spécifiques aux membres honoraires. Donc, finalement, ces deux articles-là viennent encadrer votre membership à la fois dans les catégories de membres et ensuite quels sont leurs droits, mais quels sont aussi, lorsqu'on a des droits, on a des obligations. Donc, quelle est la teneur qui entoure le membership, les membres de votre corporation? Ça va? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, je prendrai d'abord une personne pour proposer l'adoption du bloc 4, les articles 6 et 7 concernant le membership et l'adhésion des membres. Oui, monsieur? Monsieur Marc Poirier. Monsieur Poirier, appuyé par madame? Marie-Ève Garneau. Par madame Garneau, merci. Donc, sur les articles 6 et 7, concernant les membres et l'adhésion, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est clair pour tout le monde? Donc, sur les articles 6 et 7 contenus dans le bloc 4, est-ce que le vote est demandé? Si je vais trop rapidement, vous me le dites. Hein? Donc, est-ce que le vote est demandé? Oui, monsieur? OK. Parfait. OK. La correction sera faite. Merci de l'avoir relevé. Je vous disais tantôt qu'on ne peut modifier, mais on s'entend qu'on ne peut se permettre non plus de laisser circuler des documents avec des coquilles ou des fois des petites fautes de français. Donc, merci de l'avoir soulevé. Ça passera à la correction. Oui, commentaire, monsieur? Pour être membre individuel, il faudrait que ce soit un thanatoprêteur. Oui, pourrait. Mais c'est-à-dire que quand on lit cet article-là, ça veut dire qu'à ce moment-là... OK. Parfait. C'est ça. Donc, ceux qui peuvent être membres corporatifs ne peuvent pas, doivent d'abord, en fait, sont des membres corporatifs, ne peuvent pas prétendre à un autre statut de membre. C'est comme ça que je comprendrais le règlement. Ça va, monsieur? D'autres questions ou commentaires concernant les articles 6 et 7 sur les membres et sur les conditions d'admission? Oui, monsieur? Thanatoprêteur peut être membre, oui. Non, parce que vous êtes propriétaire d'une entreprise, il faut absolument que votre entreprise soit membre. Non, mais c'est parce que c'est pour contrer un petit peu que toutes les entreprises, comme moi, je suis thanatoprêteur, que mon entreprise ne soit pas membre, puis que moi, je sois membre comme thanatoprêteur par la porte d'en arrière, si on peut dire. OK. OK. Est-ce que ça éclaire la confusion qui existait? OK. Est-ce que ça éclaire la confusion que vous sentiez? OK. À moins que vous en fassiez un point d'ordre, je vais le prendre pour un commentaire,
Je vais vous laisser vos petits points de vie associative. C'est ce que j'appelle dans le jargon la différence entre animer et présider. Si j'avais présidé, j'aurais peut-être dit hors d'ordre. Compte tenu que j'anime avant de présider, j'accepte le commentaire. Donc, sur les points 6 et 7, toujours concernant les membres et les conditions d'admission. Ça va pour tout le monde. Donc, sur la proposition dûment appuyée, est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. On serait maintenant rendu au bloc 5, l'article 8, que l'on va traiter tout seul, qui est l'article concernant la cotisation. Ce que ça dit finalement, c'est qu'il y a la cotisation annuelle. C'est au conseil d'administration de fixer la cotisation annuelle. C'est un des mandats du conseil d'administration. Ça dit aussi à 8.2 que le conseil d'administration pourrait demander une cotisation spéciale et le cas échéant, j'ose croire qu'il vous dirait à quoi va servir l'argent. Et 8.3 qui vient dire que finalement, les cotisations payées ou dues ne sont pas remboursables en cas de démission, de suspension ou de retrait d'un membre. Donc, à partir du moment où on met son pion pour devenir membre et qu'on paye sa cotisation, on n'a pas à y revenir. On ne peut pas le réclamer 6 mois d'adhésion à peu près. Donc, grosso modo, c'est ce que ça veut dire. J'aurais besoin d'abord d'un ou d'une proposeur. Monsieur? Bertillon. Monsieur Bertillon propose. Et c'est appuyé par? Madame Marie-Josée Rousseau. Merci, Madame Rousseau. Sur l'article 8 concernant la cotisation, des questions ou des commentaires? Ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc, sur l'article 8, ratifier l'article 8, est-ce que le vote est demandé? C'est donc adopté à l'unanimité. Le bloc 6 va traiter de l'article 9 sur le retrait, la radiation, retrait, destitution, démission d'un membre. En fait, pour vous expliquer de manière assez large, ça vient encadrer finalement, lorsque vous êtes membre, vous vous engagez envers une corporation, bon, à respecter ses objectifs, etc. Il y a une série d'engagements qui tiennent, entre autres, dans ce document-là, les règlements généraux. C'est souvent ce qu'on appelle le contrat entre les membres et l'association. Donc, ça vient cerner comment un membre pourrait, et ça explique les raisons qui feraient qu'un membre pourrait être suspendu ou radié ou destitué selon l'acte qui a été posé. Et aussi, ça vient convenir de la démission de membres aussi. Grosso modo, ce que ça dit, c'est que le conseil d'administration, pour expulser un membre, il faudrait qu'il y ait les 2/3 des membres du conseil d'administration qui soient en faveur de l'expulsion de ce membre-là. Qu'un membre, on n'est pas membre à vie, on a le droit et le privilège de se retirer quand on veut, on peut remettre notre démission. Que lorsqu'on est un membre délégué, si on n'a plus notre statut de délégué, si on n'a plus personne à déléguer, bien, automatiquement, on perd notre statut de membre. Sur la démission, et c'est ça, tout le monde peut démissionner. Donc, ça vient encadrer, si on veut, comment se passerait ou comment serait gérée la démission ou la destitution, la suspension ou l'expulsion d'un membre. Grosso modo, c'est ce que ça vient entourer, c'est conforme à ce qu'on rencontre un peu partout, et je vous rappelle, ça prend quand même une décision des 2/3 du conseil d'administration pour destituer ou suspendre un membre.